5, 4, 3. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Doc 3, un magazine documentaire réalisé par les élèves du groupe 595 de l'École du show business. Aujourd'hui, Michel Trudel et les studios Melz. La rediffusion d'une partie de football, rencontre avec ceux qui la rendent possible. Mais en premier lieu, le tennis canadien à la façon de Tennis Canada. Bienvenue à Doc 3. Depuis quelques années, grâce à des joueurs comme Eugénie Bouchard, Milos Raonic et Vasek Pospisil, le Canada commence à faire sa place sur la scène du tennis mondial. Nous avons visité les installations de Tennis Canada où s'entraînent nos espoirs canadiens. Tennis Canada gère le tennis au Canada. En fait, notre mission, c'est de développer le sport, gérer la croissance du tennis, mais c'est surtout qu'on veut avoir plus de joueurs, le plus possible, et avoir les meilleurs joueurs possibles. Donc, on travaille là, vraiment sur toute la pyramide du développement du sport. On veut qu'il y en ait beaucoup de petits jeunes qui prennent une raquette dans leurs mains très tôt. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et qu'il y en ait qui aillent le plus loin possible. Là, ça s'en vient pas mal là, de ce côté-là. On a des bons athlètes. Assez tôt, vers les 8 ans, 9 ans, 10 ans, on regarde dans les clubs partout au Canada pour essayer de recruter les meilleurs talents. Et là, on commence à s'en occuper. Les meilleurs, les super top de ceux-là vont être invités à venir s'entraîner au Centre national à compter de l'âge de 14 ans ou 15 ans dans ce coin-là. Et pendant tout leur temps junior, c'est jusqu'à 18 ans, en fait. Alors, un gars comme Milos Raonic, Eugénie Bouchard, Vasek Pospisil ont passé leur âge junior ici, à Montréal, à s'entraîner au Centre national. Fait que c'est un peu ça la structure un peu pyramidale là, du développement. Bien, c'est sûr que quand on a eu les installations ici, c'est un plus incroyable à Montréal avec le stade. Et ça, c'est unique à travers le Canada. On a été assez chanceux d'avoir cette entente-là avec la Ville de Montréal en 1995. On a ouvert le stade en 1996. Avant ça, c'était le stade de baseball. Il n'y avait rien. C'était juste le stade de baseball. On venait faire le tournoi une semaine par année, mais on s'en retournait. Quand on a réussi à avoir ces installations, on a donné vie à un centre de tennis pour 52 semaines par année, en plus de garder le tournoi à Montréal. Donc, c'est tout un coup. On est capable de faire à peu près tout ce qu'on veut pour l'entraînement des jeunes ici dans les installations du stade Uniprix. Alors, on espère que le fait que Milos Raonic soit là, parmi les 8 premiers du monde, on ne sait pas où il va finir l'année, peut-être 5e, 6e dans ce coin-là. Eugénie Bouchard, la même chose, qui a monté jusqu'à la 5e place. On espère que ces vedettes-là viennent stimuler l'engouement de notre sport auprès des jeunes. On a des ambitions assez intéressantes d'avoir de plus en plus de joueurs classés de joueuses classées dans les 50 premiers du monde. Là-dessus, par la suite, quand tu arrives dans les 50 premiers, tu gagnes ta vie facilement en jouant au tennis. Et là, ça peut stimuler d'autres jeunes qui vont suivre et qui vont suivre les traces. Donc, pour stimuler le sport, il faut travailler sur l'accessibilité. Si on peut jouer seulement l'été, c'est correct, mais après ça, ça devient difficile. Donc, si on peut avoir des installations comme ici, des installations publiques, de plus en plus à travers le Canada, pour rendre notre sport accessible 12 mois par année, le rendre accessible aussi sous une autre forme, avec la forme du mini-tennis, où on peut jouer dans les cours d'école, on peut jouer dans les parcs, on peut jouer même dans les gymnases d'école. Alors, c'est toutes sortes d'initiatives qu'on veut pousser au cours des prochaines années pour faire progresser notre sport. Mes frères jouent au tennis dans le parc, puis ils m'ont un peu initié. J'ai commencé, j'ai aimé ça. Ensuite, ils m'ont inscrit, moi et mes parents, on m'a inscrit à Tennis Montréal ici. Puis ensuite, j'ai fait l'équipe du Québec. Ça a déroulé comme ça. Tennis Canada m'aide il m'encadre pour les tournois à l'extérieur. Aussi, il nous entraîne 6 jours semaine au stade Uniprix. On s'en va dans 2 semaines au Mexique. J'aimerais ça faire un quart de finale ou faire le mieux possible. Ça donne confiance au programme. C'est encourageant, puis c'est motivant à continuer puis de travailler fort. De travailler fort toujours,
puis d'aimer ça. C'est pas mal le plus important. Je pense que le travail accompli par Tennis Canada, franchement, c'est remarquable. On a été capable d'aller chercher un monsieur comme Louis Borfiga, qui provenait évidemment de la filière française. Donc, depuis des années et des années, au-delà de 100 ans, on produit des champions en France au tennis. On connaît les rouages, on connaît ce que ça prend. Et je pense qu'il nous a amené un vent de fraîcheur. Sans rien enlever à tout le travail qui a été fait par les pionniers canadiens, québécois dans les dernières années, je pense que ça nous a donné ce petit flair international, ce petit quelque chose qui manquait peut-être côté attitude. Plutôt que de se dire, nous, on est un pays de banquise, d'hiver, de neige. Et là, soudainement, on a réalisé que si la Suède avait produit des champions avec le même temps que nous, avec un hiver quasiment aussi rigoureux, aussi long, il y avait des possibilités également en établissant un centre national, d'abord à Montréal, un autre à Toronto, où les meilleurs de notre pays peuvent se regrouper, travailler à temps plein. Les sports-études qui sont arrivés également vers la fin, si ma mémoire est fidèle, des années 80. Alors tout ça a fait en sorte également que le tennis, petit à petit, avec les grandes vedettes d'aujourd'hui, est devenu un sport tellement apprécié par les Québécois et les Canadiens. Donc, notre grand championnat, notre Coupe Rogers aujourd'hui, est devenu un événement tellement couru, ce qui a permis à Tennis Canada de faire de l'argent que l'on peut en partie remettre aux joueurs, s'assurer qu'ils ne voyagent jamais seuls, s'assurer qu'on ait un plan vraiment très précis, que ce soit conditionnement physique, que ce soit la nourriture, l'alimentation, que ce soit également comment s'entraîner hors terrain. Alors, on est allé chercher des spécialistes ici et là au fur et à mesure que le compte de banque nous permettait de le faire. Et tout ça, bien, ça a produit une belle symbiose, quelque chose d'extrêmement positif. Et par la suite, bien, on a des champions. C'est ça qui fait la différence. On a une fille comme Eugénie Bouchard qui a décidé de travailler extrêmement fort et qui a connu tellement de succès lors des 2 dernières années. Et bien sûr, Miloš Raonic qui a aussi, d'une certaine mesure, montré la voie pour ce qui est de cette nouvelle génération de joueurs. Et regardez ce qu'on a aujourd'hui. 2 joueurs parmi le top 10 en simple. C'est extraordinaire. Ça prend une équipe vraiment importante et je pense qu'on a réalisé du côté de Tennis Canada, compte tenu du fait qu'on a plus de sous, qu'on se doit pour être compétitif de faire les choses aussi bien que les meilleurs au monde. Et je me souviens évidemment dans les années 70, alors que je compétitionnais, début des années 80, c'était honnêtement, on était toujours les plus pauvres sur le circuit. Alors, il n'y a pas de secret, hein? Ça prend des gens qui sont prêts à tout donner pour leur sport, à travailler sur toutes les facettes de la personne, y compris son âme, pas juste le côté physique, l'après-entraînement, l'après-match, des coachs de qualité, des coachs avec qui il y aura une bonne communication, une belle chimie. Alors, ça commence à faire beaucoup d'éléments et compte tenu du fait maintenant que, évidemment, les messages et les façons de faire circulent beaucoup plus amplement et facilement avec Internet et les coachs qui se connaissent mieux, je pense qu'on fait partie de la grosse gang maintenant. Parce que c'est déjà tellement remarquable ce que Miloš et Eugénie ont réussi lors des 2-3 dernières années. Je pense qu'ils ont allumé des petits feux un peu partout au Québec et des jeunes se sont dit, bien, je crois que c'est possible. Si on fait les sacrifices, si on est prêt à tout donner pour notre sport, si on reste en santé, si on fait attention à nous, et ça tient compte de tout, hein, des heures de sommeil, de la discipline pendant que tes amis s'amusent. Et il faut aussi continuer d'étudier. Alors, ça prend énormément de discipline et de détermination. Je pense que, évidemment, là, on est en plein essor. Il faut qu'il y ait plus de jeunes qui participent. Si on a un plus grand bassin de jeunes, on va développer plein de champions. Pourquoi pas? La voie est tracée et certains y sont entrés. Si ce reportage vous a plu et vous voulez plus d'informations, visitez les sites Internet au bas de l'écran. La NFL, la Ligue nationale de football, est la ligue sportive la plus lucrative et la plus regardée en Amérique du Nord. Les jeudis soirs, les amateurs de football se réunissent devant leurs écrans. On y regarde les Manning, les Brady, les Watts se livrer des batailles sans merci pour chaque pouce de terrain. Le groupe 595 s'est rendu dans les coulisses de TVA Sport pour rencontrer les différents intervenants de la rediffusion d'une partie de football. Quatre, 3, 2,
Regarde, fais l'upload. Les Bengals de Cincinnati visent leur participation aux éliminatoires pour une 4e année consécutive. Dans CG1, Cynthia? Avec Andy Dalton en tête, les Bengals sont au premier rang de leur division. Ils n'ont pas subi la défaite à domicile au cours des 14 derniers matchs. C'est lui qui va pousser. Ce soir, ils reçoivent les Coriace Browns de Cleveland. C'est Silver, je m'en vais Silver. Victoire à leurs 5 dernières rencontres. Browns-Bengals au football du jeudi soir. La préparation commence quand même quelques jours d'avance lorsqu'on présente un match de football le jeudi. Donc, souvent, c'est à partir du lundi, dès que les matchs de la semaine précédente sont terminés. On sait les deux équipes qui vont s'affronter le jeudi. Alors là, c'est de regarder ce qui s'est passé lors du dernier match, revoir un petit peu les séquences, les faits saillants. Ensuite, c'est faire la préparation comme telle des deux formations. Moi, je travaille avec des chartes, donc ce sont des cartons sur lesquels on a les deux formations, attaque, défense, indiquer le numéro des joueurs, le nom des joueurs, les statistiques les plus importantes qu'on va utiliser pendant le match. Ensuite, c'est de lire les nouvelles à chaque jour pour voir ce qui se passe avec les deux équipes, qui sont les joueurs blessés, qui risquent de ne pas jouer. Les rivalités entre les deux équipes, les derniers résultats. Alors, il y a beaucoup de préparation qu'on fait pendant la semaine menant au match du jeudi. Et ensuite, on termine ça, évidemment, la journée du match. Les gars, parlent pas pendant 15 secondes. Non, monsieur. Stand by goal dans 3, 2, 1. Rouge goal, track. 15 secondes. Là, on met le score live. On mettra pas de score parce On fait pas de score. Ah oui, on est en ouverture de choses. Oui, on s'en vient en mix à il y a bien la musique. Calme. 3, 2, mix à 2. Il n'y a pas beaucoup de lousse là-dedans. Tu dis, là, c'est du pad. On fait maintenant notre Viens tour à Marjorie. de ce qui se passe ailleurs dans la Ça va les signer, on les signerait avec CGA à ce moment-là. Stéphane de Turcot de Québec. Ça va, Stéphane? Oui. Alors, Stéphane, dans un premier temps, si on Ah, t'as parle juste de ce Turcot qui se passe, individuel? à l'extérieur du terrain avec les moi, Stéphane dossiers Turcot en premier, d'Adrian Marjorie sur le Peterson un, c'est et de capable. Ray Rice. Rappelez-vous, ça avait été très Stéphane Turcot, Aniso, quand tu peux sur le 1. Stand by c'est 1. revenu dans l'actualité cette Attention, semaine, notamment en ce qui concerne Tu regardes pas son Adrian collègue. Peterson, qui a plaidé Pas la coupable rouge de quand tu veux. accusations Attention réduites. NFL, attention Donc, NFL. musique, s'il te plaît. Et Là, il peut attention cependant, NFL. il y a Roule rouge, rappelé viens en Au rouge. début, lorsque la NFL avait pas de musique en dessous de ça, c'est ça? Il y a comme du les cheval Vikings du Minnesota en disant on va attendre la fin du processus légal. Un fil international, c'est les images qui viennent d'un endroit, d'un stade, d'un aréna. Et là-dessus, il y a des pistes audio, juste du son international. C'est-à-dire qu'on entend les ambiances, on entend la musique, mais il n'y a pas de commentateurs. Parce que nous, on ne peut pas avoir les commentateurs parce qu'on est en français, on est un broadcaster francophone ou un diffuseur francophone. Donc, nous, on doit mettre nos voix par-dessus toute l'ambiance du stade ou de l'aréna. Bien, c'est évidemment, sur place, il y a des choses que tu peux voir, que lorsqu'on est en studio, on peut seulement voir les images qu'on reçoit. Donc, à ce moment-là, on est peut-être un peu plus limité. On doit se fier de ce que le diffuseur nous donne comme image. Moi, en ce moment, là, je ne suis pas propriétaire du contenu. Ce n'est pas moi qui décide de rien. Je subis. On est à la remorque. Ouais, on Si est eux autres ils tributaire disent que le botté est à I-26, ben, on s'aligne pour arriver à I-26. Et là, on est 2 minutes et demie plus tard. Il faut mettre des niaiseries. Let's go now. It's that time again. Let's go to work. Hey, man, you can't be scared to be great, man. We got to get what we want to, baby. We got to go be great. We got to strive for it, man. You got to believe you can be great. You got to believe that every guy in this room knows how to be great. Be great on 3. 1, 2, 3. Benoît, là, je l'entends, mais j'ai besoin d'une musique punchée rock, là, pas notre musique régulière. T'es-tu prêt? Je vais m'en aller un pack dans bleu, OK? C'est un bas ta transition NFL à bleu. C'est prêt? C'est nouvelle. Transition NFL. Roule bleu, viens en bleu. Mets de la musique là-dessus. Rock-moi ça un peu. Oui, exactement. On a un côté gauche de la Ligue en attaque qui est dominant. Joe Ça, il Thomas t'en reste relève la 35. profession. As-tu Ricky Way Silver, moi, il est retourné? Lui, Joe, Tonio. Ou c'est rouge? Je connais une très bonne saison, mais tu l'as mentionné. Début de saison. Durant une partie, principalement, je suis assis dans une régie et je m'assure de la qualité. En fait, que le son, comme si on est en 5.1, on s'assure que le son est bien 5.1. Ensuite, la qualité vidéo aussi, pour permettre à notre équipe d'avoir un signal de qualité. Et puis, je m'assure surtout à l'arrivée du début, puisqu'on a des chiffres, au début d'avoir toute l'équipe, les caméramans et tout. Fait que je fais vraiment la gestion de l'équipe. Et durant la partie, si toute la préparation était bien faite, bien là, tout devrait être sous contrôle. Oui, c'est un très beau camp, c'est sûr. L'arbitre, ça va l'arbitre,
Après le ref, je Stand by bleu. Roule bleu, viens en bleu. Stand by musique, in CGR. Mon travail comme superviseur lors d'une captation est un peu différent que le travail que j'aurais à faire, exemple, en studio. Parce que sur le terrain, il faut avoir un mobile, réserver une équipe, aller faire un survey qu'on appelle. Un survey, c'est une visite des lieux et visiter chaque point, savoir comment on peut se brancher, où sont les facilités techniques. Tandis qu'ici, en studio, c'est déjà établi, les facilités techniques. On sort des plans, on regarde comment on se branche, où sont nos sorties vidéo, où sont nos sorties de caméra, on branche tout ça et c'est déjà pré-filé. À la différence d'une captation à l'extérieur, que là, c'est tout à fait le contraire. Il y a quand même des endroits où il y a déjà une base de fait, mais il faut toujours l'adapter à notre produit. Donc, principalement, ma job de superviseur, mon travail de superviseur, c'est vraiment de faire un plan détaillé des besoins techniques d'un événement. Peu importe un événement sportif ou un événement de variété. Les deux ont des bons côtés. J'ai déjà vécu des expériences où tu es sur place, mais ça dépend toujours de l'endroit où tu es situé. Si tu as un endroit de choix, donc sur la galerie de presse à la ligne de 50, bien placé, à ce moment-là, c'est sûr qu'être sur place, ça fait une différence. Mais si tu n'as pas un bon endroit, si tu es près de la zone des buts ou tu es un petit peu plus loin, donc des fois, c'est un petit peu plus difficile. Je me souviens d'avoir fait des matchs, par exemple, des Alouettes à Regina, où on est tellement loin à un moment donné, quand l'équipe arrive à la porte des buts, de l'autre côté de la zone des buts, il faut quand même que tu regardes ton moniteur parce que c'est trop loin pour bien voir, pour bien décrire. Tu dois quand même te fier à ton moniteur. Mais c'est évident. Évidemment, c'est toujours, il y a toujours un petit avantage d'être sur place, mais c'est quand même très bien aussi en studio. Vous aimeriez avoir plus d'informations sur la rediffusion des matchs? Veuillez consulter les sites Internet au bas de l'écran. Avez-vous déjà entendu parler des studios Melz? Saviez-vous que cette entreprise, spécialisée dans l'aide aux productions cinématographiques, possède 4 studios et y accueille les méga-productions américaines? Voici une rencontre avec Monsieur Cinéma, Michel Trudel. Alors, mon nom est Michel Trudel. Je suis le fondateur de Location Michel Trudel, associé à Mel Oppenheim et aussi Melz Cité du cinéma. En 1994, j'ai dû prendre les locaux, les anciens studios de M. Oppenheim à la Cité du Havre pour faire agrandissement de mon chiffre d'affaires, pour m'assurer d'avoir des studios en 1994. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai joint, que je me suis associé avec Mel Oppenheim. Alors, moi, en tant que président, et à l'époque, président associé, parce qu'on était 2 associés, moi, ma tâche était de contrôler la compagnie au complet. C'est de m'assurer que l'équipement était en place, d'aller chercher les contrats, local ou américain ou étranger, s'assurer que la compagnie puisse fonctionner très bien et que les 80 employés puissent avoir du travail à plein temps l'année. À partir de 1994, à partir du moment où je suis déménagé de l'île des Sœurs vers la Cité du Havre, suite à ça, j'ai commencé à attirer des productions américaines à débarquer ici. Et parmi ces productions-là, on avait le film The Bone Collector avec Denzel Washington, on avait Isn't She Great avec Bette Midler et aussi on avait eu The Score, le dernier film de Marlon Brando avec Ed Norton et Robert De Niro.
Alors, ces 3 productions-là étaient à Cité du Havre et le producteur exécutif, excusez-moi, était Lou Stroller. Et Lou, à ce moment-là, qui était sur The Score et le film The Bone Collector, préparait une autre production qui s'intitula Plutonage avec Eddie Murphy. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Lou, tu vas-tu venir le tourner à Montréal? Et il m'a dit non, on va le tourner au Nouveau-Mexique. Alors, j'ai dit à Lou, pourquoi tu ne le tournes pas au Québec? Bien, vous n'avez pas les infrastructures nécessaires pour attirer ces méga blockbusters-là. Alors, je lui dis tout bonnement, Lou, si on te bâtit des studios, vas-tu nous emmener le film Plutonage d'Eddie Murphy au Québec? Et il m'a dit, il faut que tu ailles rencontrer le président de Paramount et c'est lui qui va prendre la décision. On a pris l'avion, on est allé rencontrer Fred Gallo à l'époque à Paramount et on a dit, écoute, voici le projet, nous tournons 2 films présentement avec vous autres. On veut faire Plutonage que l'année prochaine, on aimerait que vous le feriez à Montréal. Voici ce qu'on est prêt à bâtir pour vous. Viendriez-vous à Montréal pour le tourner? Il nous a répondu, le premier mot qu'il a dit, est-ce que vous parlez au Québec? Est-ce que vous parlez en anglais au Québec? On est tous partis à rire, on dit, on ne parle pas juste au Québec, on est des multilangages, alors il n'y a pas de problème. Alors, il nous a donné la main, si vous bâtissez à temps, on va le tourner au Québec. C'est à ce moment-là que nous avons bâti le Mills 2 pour attirer le film Plutonage et ils sont demeurés ici pendant 14 mois. Puis par la suite, je vais rajouter le Mills 3 parce que par la suite, on a bâti, tout de suite après Plutonage, on a eu un autre producteur qui est venu nous voir pour le film The Day After Tomorrow. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de bâtir le Mills 3 parce que le Mills 2 était occupé par Plutonage. Alors, à ce moment-là, on s'est dépêché à bâtir le Mills 3, justement pour continuer d'attirer de méga blockbusters. Et c'est à ce moment-là qu'on a bâti le Mills 3. Quelques années plus tard, après plusieurs productions, plusieurs blockbusters tournés dans leur studio, M. Trudel et M. Oppenheim ont eu l'opportunité de vendre leur entreprise à Vision Global en 2012. Par la suite, en 2014, Vision Global fut vendue à Québecor Media. Malgré tout, M. Trudel et M. Oppenheim restent quand même en charge des studios Mills et de location Michel Trudel. Moi, j'ai toujours été dans la location d'équipement. J'ai toujours été dans l'équipement. En 1974, j'étais 2e électro sur les plateaux de tournage. Et par la suite, j'œuvrais dans une compagnie de location d'équipement qui s'appelait à l'époque Éclairage RPF, qui après est devenu Cinemart. Et par après, ça appartenait à mon oncle et ensuite à mon cousin. Et par la suite, jusqu'en 81. En 81, à cause des hauts taux d'intérêt, Cinemart a fait faillite. Et moi, à un moment donné, j'ai été appelé à représenter une compagnie torontoise qui voulait ouvrir à Montréal, une compagnie de location d'équipement. Alors, j'ai toujours été dans l'équipement. Et de 83 à 88, j'ai travaillé pour une compagnie torontoise au Québec en tant que directeur général. Et par la suite, j'ai dit, moi, je suis allé travailler pour les autres, je vais ouvrir ma propre boîte. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert la location Michel Trudel en 88. J'ai toujours été dans l'équipement. Parce que quand vous avez une compagnie d'équipement, c'est un mal nécessaire d'avoir des studios. Parce que si vous avez des tournages intérieurs, au moins vous avez des studios à offrir. Et bien souvent en hiver, les gens de plus en plus tournent à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors on fait les deux. On fournit de l'équipement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais les studios, c'est un mal nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a bâti des studios pour pouvoir, entre autres, fournir à nos clients locaux du Québec des studios de grande envergure pour pouvoir leur fournir à petit prix des studios et par la suite pour attirer des méga productions. Alors, les blockbusters, quand ils tournent dans des studios, bien, ça l'en prend des studios. Et nous, on a décidé de bâtir une cité du cinéma pour justement attirer de grandes productions hollywoodiennes de venir tourner au Québec. Alors moi, je vais, bon an, mal an, 4 fois par année à Los Angeles, rencontrer tous les décideurs, Lionsgate, Warner Brothers, la 20th Century Fox, Walt Disney, Marvel et d'autres, et je leur fais la vente du Québec. La vente du Québec, c'est, on a bâti des studios, nous en avons 19 au total. Notre réputation n'est plus à faire parce qu'au-delà, depuis 26 ans, on a fait plus de 50 méga-productions américaines. On a fait plus de 200 films québécois et on a fait au-delà de 500 commerciaux. Alors, notre réputation aux États-Unis n'est plus à faire. Et la réputation, elle se bâtit, mais elle se défait rapidement. Mais dans les productions, méga-productions que j'ai toujours desservies, j'ai toujours livré marchandises. Livrer marchandises, c'est quoi? Quand on demande une liste d'équipements, puis on demande 12 ou 20 caméras,
bien, ils les ont. Quand on demande des lumières, genre, je vous donne un exemple, sur White House Down, on m'est arrivé, on m'a donné une liste, on va avoir 35-18 cas Harry Max. Il n'y a personne qui avait ça dans le monde entier, 35 en une boîte de location. Moi, je les ai achetés et j'ai fourni ce qu'ils m'ont demandé. Et ça, c'est ma réputation. Si je ne l'ai pas, je vais l'acheter, mais je vais vous fournir exactement ce que vous avez besoin. Michel a livré la marchandise pendant plusieurs années et continue encore et encore. Et grâce à ça, depuis des années, des blockbusters viennent tourner ici au Québec. Michel a rencontré plusieurs artistes, autant québécois qu'américains, dont il garde de très beaux souvenirs. Ça fait 26 ans que je suis dans le domaine et j'espère que je vais mourir assis dans mon bureau parce que l'industrie, c'est une industrie que j'adore, que j'aime et que j'aimerai toujours. Alors, j'ai la passion. La passion, tout le monde connaît c'est quoi une passion. Quand on a une passion, ça part pas. Et j'ai allé, du premier jour à aujourd'hui, j'ai toujours aimé ce que j'ai fait et je vais continuer d'aimer ce que j'ai fait. Et tous les producteurs, tous les vedettes américaines, tous les vedettes québécoises, tous les producteurs de ce monde, québécois, américains, étrangers, j'ai toujours eu un plaisir fou de travailler avec ces gens-là. Si vous avez aimé ce reportage et vous aimeriez avoir plus d'informations, visitez les sites Internet au bas de l'écran. Voilà ce qui conclut notre émission. Pour visionner les productions des élèves de l'École du show business, consultez les horaires de diffusion sur le site de Canal Savoir. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Gabrielle Soulière qui vous dit à la prochaine.